Découverte des scientifiques. Il a fait affiner cela pour que nous soyons en mesure de retenir. Pour le travail. Et le travail qu'on nous donne ici, c'est de former les jeunes gens pour qu'ils... Voilà, maintenant ça fait 5 ans que je suis vraiment impliquée ici dans la région. Découverte des scientifiques. Un magazine de la radio universitaire Isar Bukavu consacré à la vie, aux publications et aux perspectives des professeurs, chercheurs et chefs d'état. Prenez rendez-vous avec la sonde de Pensée TVM, tout sur nos professeurs. Nous aimons nos scientifiques. Découverte des scientifiques. Votre magazine. Bonjour et bienvenue. Auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, le plus récent étant Mariage et famille dans l'espace bantou au prisme de la nouvelle éthique mondiale. Professeur Charles Bachigué est notre invité dans Découverte des scientifiques. Il est professeur à l'université officielle de Bukavu et dans d'autres universités de l'Est du pays. Ses recherches s'inscrivent dans les secteurs de l'éducation et de la culture. Maïcha Vitel, je suis à la présentation. Bienvenue. Professeur Charles Bachigué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cette émission Découverte des scientifiques est consacrée à vous et aujourd'hui nous allons donc parler de votre parcours à la fois académique pour inspirer les jeunes étudiants qui sont encore à la faculté pour qu'eux aussi puissent suivre les exemples des professeurs. Professeur, parlez-nous un peu de votre parcours académique. Merci beaucoup pour m'avoir choisi parmi tant d'autres. En fait, ce que je pourrais dire de mon parcours académique, je voudrais d'abord inviter à nos jeunes étudiants et apprenants de leur dire qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Si nous sommes professeurs aujourd'hui, c'est parce que nous avons pris une décision et nous avions une vision. Parce qu'il faut se le dire, moi j'ai commencé le parcours académique trop tard, parce que j'ai d'abord œuvré dans l'enseignement secondaire pendant plus de 25 ans. Mais une fois arrivé ici en ville, j'ai pris le souci de poursuivre mes études. Je n'étais que gradué quand je travaillais au secondaire, mais en 2001, je me suis décidé de reprendre l'inscription à l'université officielle de Bukavu, à l'époque centre universitaire de Bukavu. Et j'ai pu continuer, j'étais presque âgé d'une 40aine d'années. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'est jamais tard pour bien faire. J'ai fait alors le deuxième cycle à l'université officielle de Bukavu, au département de philosophie. Et Dieu merci, j'ai terminé avec succès et j'ai été retenu directement assistant en 2007. À partir de là, j'ai compris que je devais évoluer dans la recherche et je me suis fait inscrire directement en master, en DEA à l'époque, où en 2009, j'ai obtenu mon diplôme de DEA, diplôme d'études approfondies. Ça ne m'a pas suffi, il fallait que j'aille jusqu'au bout et j'ai pris mon inscription doctorale à la thèse en 2012, en 2011, j'ai pu continuer. Au début, c'était pour l'IOB, mais quand on a arrêté le fonctionnement du troisième cycle à l'IOB, je ne suis pas fatigué et j'ai fait un tour à Kisangani. Professeur, à vous entendre parler, la philosophie a été votre premier choix à l'université? Oui, en fait, je suis un ancien grand séminariste. Je pensais que j'avais des prérequis philosophiques et j'ai choisi de poursuivre en philosophie. Et qu'est-ce qui vous inspirait en philosophie? Qu'est-ce qui vous poussait à aller vers la philosophie? Au fait, ce qui m'inspirait à la philosophie, parce que la philosophie est une science ouverte. Elle est ouverte dans tous les domaines. Et j'ai compris qu'en utilisant la réflexion et l'esprit critique, je pouvais facilement mes capacités dans les différents domaines. Parce qu'en fait, l'image qu'on a de la philosophie n'est pas celle que nous connaissons. La philosophie touche tous les domaines de la vie.
Et à partir de réflexions philosophiques, de doctrines philosophiques, on sait facilement appréhender d'autres philosophies dans la vie. Et moi, j'aime bien la philosophie pratique. Et j'ai compris qu'en réfléchissant davantage, je pouvais acquérir d'autres connaissances et que j'avais une sagesse capable de pouvoir m'aider à réfléchir et à me construire dans la vie. Et vous avez fait l'enseignement secondaire pendant 24 ans. Oui. Est-ce que le fait d'avoir enseigné déjà au secondaire vous a rassuré pour poursuivre du côté universitaire comme enseignant? Je pense que c'était des atouts. Parce qu'en enseignant au secondaire, j'ai eu beaucoup plus d'ouverture et j'ai compris finalement qu'il fallait que j'ai beaucoup plus de compétences pour pouvoir aider notre jeunesse, et pour bien les accompagner, il fallait que j'ai encore beaucoup plus. Et c'est comme ça que je crois que c'était des prérequis, parce que l'expérience acquise m'a permis également de m'asseoir dans la recherche scientifique et m'a permis de comprendre davantage le domaine philosophique. Mais au départ, votre rêve n'était pas d'être dans le secteur de l'enseignement, parce que vous dites vous aviez été un ancien grand séminariste. Oui, mon rêve, juste après les examens d'État, donc après mon diplôme d'État, j'avais choisi d'aller au grand séminaire avec l'idée de devenir prêtre. Devenir prêtre pour être toujours au service des autres. Mais le cheminement ne m'a pas permis d'arriver jusqu'au bout. J'ai fait les 3 années de philosophie et j'ai ajouté 3 ans de théologie. Et après ça, j'ai quitté le séminaire et je me suis lancé directement dans l'enseignement. Et en tant que prêtre, si le rêve s'était réalisé, ce serait la continuité de l'enseignement que vous alliez également faire, mais cette fois-ci un enseignement du côté religieux. Et oui, je ne regrette pas avoir commencé par le séminaire, parce que l'éducation que j'ai reçue en famille, j'estime qu'elle a été complétée largement par la formation du séminaire, où tous les secteurs de la vie sont touchés. Au fait, il n'y a pas que le secteur intellectuel, mais il y a aussi la vie sociale, il y a le domaine spirituel. Et moi, je considérais que ce sont des atouts que j'ai reçus. Et je suis fier d'être passé par là, parce que je considère que cette formation séminaristique, s'il faut l'appeler ainsi, ou sacerdotale, m'a permis au fait de comprendre l'univers d'une autre manière. Et cela m'a permis également d'aborder facilement les questions philosophiques. Revenons un peu à vos recherches, et on va d'abord commencer par votre thèse, parce que vous dites qu'en 2015, vous finissez votre thèse. De quoi parlait votre thèse? En fait, quand j'étais en train d'approfondir mes recherches, j'avais estimé qu'il fallait réfléchir sur les questions sociales et chercher des réponses à des questions récurrentes qui se posaient dans mon milieu. Et là, j'avais choisi la philosophie politique, pensant qu'à travers cette recherche, à travers ma thèse, je pouvais inspirer des réponses pour la gouvernance politique de notre nation. Et c'est ainsi que j'avais intitulé ma thèse « Éthique et pratique démocratique pour la gouvernance dans les pays subsahariens ». Et donc, je voulais savoir un peu quel genre d'éthique, quel genre de comportement devait avoir l'homme politique et comment est-ce que l'homme politique pouvait influencer les cours de la société et comment il pouvait répondre à des questions sociales, des questions politiques pour le bien-être de la population. Et quels étaient les grands constats et peut-être à la fin vous nous parlerez des conclusions que vous avez faites dans cette thèse? En fait, j'ai constaté plus tard que la recherche scientifique n'était pas en réalité conforme avec la pratique politique de notre pays. Et j'ai compris que la pratique politique dans notre pays était différente des théories politiques ou de l'éthique politique. Il a été constaté que la gouvernance politique dans les pays subsahariens n'avait rien d'éthique.
et que beaucoup plus le clientélisme et le pouvoir pour le pouvoir l'emportait sur le bien-être de la population. Ça, c'est un constat fait dans mes recherches. C'est ce qui m'a poussé quelques années après de réorienter mes recherches. Une fois docteur en philosophie, j'ai compris que mes préoccupations et les idéaux de la démocratie n'étant pas respectés et n'ayant pas vu un genre de changement qui pouvait se produire, j'ai compris que j'avais fait des recherches uniquement théoriques, mais qui ne répondaient pas aux attentes de la population congolaise surtout. Et que le gouvernement congolais ne s'inspire pas des recherches ou des théories qui se formulent par les chercheurs pour pouvoir entamer une voie de gouvernance qui soit beaucoup plus acceptable. C'est comme ça que désormais, je suis entré dans la philosophie de l'éducation et de la culture. Actuellement, je me focalise dans les recherches liées à l'éducation parce que j'ai compris que l'éducation était un secteur clé de la vie. Et je vis également que c'est un secteur aussi abandonné par la gouvernance politique de notre nation. Et pour y apporter ma pierre de contribution, j'ai compris qu'il fallait réfléchir un peu sur l'éducation et surtout que je suis avec les jeunes qui vivent le vent de la mondialisation. Il fallait penser autrement l'éducation et voir ce qu'on peut encore donner à notre jeunesse aujourd'hui. Pour la culture, parce que je considère que la culture constitue l'identité de la personne et on a constaté une certaine désacculturation où les gens ont oublié leur propre identité à travers leur culture et que le monde comme celui-ci demande une multiculturalité. Il fallait chercher alors qu'est-ce que nous, Africains, Congolais en particulier, nous pourrions apporter encore à la culture mondiale pour qu'on ne se sente pas désaxé et qu'on ait aussi à apporter parce que c'est une question du donner et du recevoir. Et donc, même si nous ne pouvons plus rester identiquement à nous-mêmes à cause de rencontres multiculturelles, nous devrions avoir quand même des sous-bassements sur lesquels nous pouvons recevoir les autres et nous ouvrir aux autres à base de ce que nous sommes. Est-ce que ces changements vers déjà ces recherches orientées vers l'éducation, c'est parce que vous avez constaté qu'en politique il y avait peut-être des ratés à cause de l'éducation qui n'était peut-être pas très bonne? Oui, j'ai estimé qu'une éducation fondée sur la culture, sur l'être de la personne, pouvait aussi améliorer la mentalité et finir par influencer les politiques. Parce que quand on voit l'image de l'éducation coloniale que nous avons reçue et que nous continuons à recevoir aujourd'hui, nous plonge carrément dans les théoriques, mais nous n'avons pas l'idée de la créativité, l'idée des initiatives qui pouvaient partir de la base pour se hisser vers le dessus. Et moi, j'ai estimé que l'éducation à la base, les recherches à travers la culture pouvaient nous donner de nouvelles voies ouvertes qui pouvaient nous inspirer aujourd'hui pour une gouvernance politique. Est-ce que quand vous parlez de l'éducation, vous vous limitez à l'éducation familiale ou vous mettez également à l'éducation au niveau scientifique, académique? Bon, je voudrais parler, parlons de l'éducation, j'ai différencié un peu l'instruction et l'éducation. Parce que ce qui est académique considère que c'est au niveau de l'instruction que ça s'arrête. Et que cette confusion entre instruction et éducation a fait que les gens entrent dans l'élitisme. Bon, l'acquisition des connaissances pour les connaissances, mais de manière pratique, on ne voit pas le fruit de ces connaissances. Alors, j'ai compris que plutôt, il fallait remettre un accent sur l'éducation pour que l'éducation de base, c'est-à-dire les valeurs qu'on a acquises dès le début, puisse en même temps se construire avec l'instruction, c'est-à-dire l'enrichissement des compétences et des connaissances qu'on reçoit des autres, mais qui trouve déjà un fondement bien assis et qui pouvait alors ouvrir à une éducation globale. L'éducation globale, c'est-à-dire à la fois mélanger l'éducation traditionnelle avec des valeurs traditionnelles pour l'acquisition de valeurs nouvelles et avoir alors un équilibre. Dans cette éducation, alors, l'instruction pourrait venir compléter l'éducation pour que l'instruction, alors les savoirs ou les connaissances acquises puissent s'inspirer des valeurs et que ces valeurs-là puissent se répercuter sur la vie sociale.
Et je vais quitter cet aspect et je voudrais maintenant comprendre la vie universitaire et la vie familiale. Est-ce que c'est une vie facile d'être professeur et être et à la fois parent et membre d'une famille? Oui, pour moi, il n'y a pas de divergence qu'on peut mettre. Un bon père de famille devrait nécessairement être un bon éducateur au niveau académique. La vie universitaire ne nous enlève en rien, parce que moi, en qualité de professeur, d'enseignant, lorsque je me retrouve devant un auditoire, je considère déjà que je suis dans une autre famille. Elle est liée à l'intellectualisme ou à l'instruction, mais je devrais d'abord comprendre que les valeurs reçues de ma famille et que je transmets en famille devaient être transmises aussi en même temps que je transmets les connaissances, je devais transmettre aussi les valeurs. Et c'est ce mariage-là qui, à mon avis, nous manque, parce que quand on est à l'auditoire, on a tendance à transmettre des connaissances sans lier ça aux valeurs. Or, des connaissances sans valeur, comme le disait Montaigne, une tête pleine, mais qui ne soit pas bien faite, et vraiment, c'est de la peine perdue. Mais si on a une tête bien faite, qui n'est pas seulement pleine, c'est-à-dire qui se marie les connaissances intellectuelles avec les valeurs humaines, on peut facilement s'en sortir. Donc pour moi, la vie familiale devrait aussi porter ce fruit à la vie universitaire, qui est aussi une famille en fait. Et les formateurs devaient aussi se sentir déjà comme parents, parce qu'ils ont à leur disposition des jeunes qu'ils doivent élever, qu'ils doivent faire grandir. Pas seulement intellectuellement, mais de manière intégrale, spirituellement, moralement, éthiquement, et donc dans tous les cadres du domaine. La plupart des temps, lorsqu'on parle avec des étudiants, les questions qu'on peut leur poser, notamment s'ils pensent qu'ils finiraient docteur, professeur, la plupart des temps, les jeunes ne répondent pas par l'affirmatif. C'est qu'est-ce qui bloque cette façon de faire? La plupart des temps, les étudiants n'ont pas ces rêves et ne savent pas s'ils ont la capacité d'y arriver. Qu'est-ce qui bloque cette façon? Bon, c'est un avis personnel, mais j'estime que c'est justement ce manque de fondement moral, ce manque de base et de soubassement sur lequel on doit partir. Aujourd'hui, le monde est utilitariste et mercantiliste. Nos jeunes voient leur avenir dans le bien matériel. Et ils savent que l'enseignant est le moins rémunéré, ou c'est quelqu'un qui a une situation qui n'augure pas une avancée matérielle. Alors, quand ils se disent ça, mais aussi, il y a un autre aspect, ils savent que l'enseignement est exigeant. Or, notre jeunesse d'aujourd'hui est habitée par l'esprit de facilité. Alors, quand ils voient les exigences de l'enseignement, quand ils voient les rendements auxquels ils doivent s'attendre, ils voient ça de manière matérielle. Ils objectivent ça, ils quantifient les rendements. Alors que pour un bon enseignant, il sait qu'il contribue à la formation intégrale d'une personne. Il veut produire un homme. Et moi, je suis satisfait parce que, de mon expérience, que ce soit de secondaire, que ce soit dans le milieu universitaire, je n'ai jamais regretté avoir rencontré les jeunes et partagé avec eux. Et je me sens plus riche que je ne pouvais avoir le bien matériel. Avant d'aller vers la fin de cette émission, je voudrais, professeur, que vous nous partagiez le message que vous dites aux jeunes étudiants que vous croisez lorsque vous êtes à l'auditoire. Quel est le message que vous leur transmettez en dehors des connaissances intellectuelles? Bien, pour ma vie, moi personnellement, le message que je peux donner, et ils le savent, tous ceux qui passent par moi, par ma main dans l'un ou l'autre cours, ils savent que j'ai les théories scientifiques, les théories intellectuelles. Mais j'ai fait un effort pour que ces théories deviennent pratiques et répondent aux attentes du milieu dans lequel j'évolue et du milieu dans lequel j'enseigne. Parce que des théories scientifiques qui ne répondent pas aux attentes de nos formés, de nos apprenants, ne fait que justement bâtir un monde illusoire. De sorte qu'ils sortent de l'université avec beaucoup de théories,
mais qu'ils ne savent pas appliquer dans la vie concrète. Alors moi, je demanderai aux collègues enseignants et même à nos étudiants d'acquérir des connaissances scientifiques, mais en les appliquant et en les mariant avec les situations concrètes de leur vie. Alors là, ils peuvent donner une réponse à leurs attentes. Mais si on va uniquement avec des théories scientifiques, sans les marier avec la vie concrète, on est en train d'échouer. Et c'est ça ce qu'ils appellent l'élitisme. Tellement nous sommes assoiffés des diplômes et on oublie que les diplômes ne seraient que des symboles de ce que nous connaissons et de ce que nous vivons. Et alors, quand les gens croient qu'il faut avoir de gros diplômes pour bien faire dans la vie, où les jeunes devaient comprendre qu'ils apprennent pour la vie. Ils apprennent pas pour les paraître, mais pour leur être. Et donc, ils doivent être capables, et c'est ça le message, d'intérioriser et d'incarner les connaissances scientifiques pour qu'ils influencent leur vie et qu'à partir de leur vie, ils fassent une vie qui soit prometteuse à partir de leurs connaissances intégrées et incarnées dans leur vie pratique. C'est par ces messages, professeur Charles Bachigué, que nous allons mettre un terme à cette émission. Professeur, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir pensé à moi dans un milieu comme le nôtre où c'est plein de scientifiques et de m'avoir choisi que je contribue en même temps à donner un petit point de vue qui pouvait peut-être inspirer les uns et les autres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est la fin de Découverte des scientifiques de ce jour. Nous avons reçu professeur Charles Bachigué. Merci à vous tous et fixons un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine.